Webcom.tv. Réinventons la proximité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre une fois de plus pour notre 4e mag sur Webcom.tv. Merci particulièrement à tous ceux qui nous suivent depuis le début parce que je sais qu'il y a des fidèles parmi vous. Merci à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour un thème qui est très spécial. Comment réussir quand on est différent? Donc on sait que c'est un thème sensible, donc nous avons pris une part de risque. Et je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont accepté à la fois de témoigner sur notre plateau ou bien d'accepter en tout cas de diffuser leurs témoignages via Webcom TV parce que je sais que ça demande beaucoup de courage de parler de sa différence. Alors, en quoi est-ce que nous sommes différents les uns des autres? Qu'est-ce que la différence? Qu'est-ce que la normalité? Comment réussir, que ce soit dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle, quand ce sont différents des autres, eh bien, c'est tout le sujet, tout l'objet de cette matinée qui va durer 60 minutes chrono et qui vont être 60 minutes très riches. Avec un sommaire, vous allez le voir tout de suite. On va parler de Noé, ingénieur et donc champion de voile, mais vous allez voir, son histoire est incroyable parce que il est atteint de surdité. Et nous allons parler également du défi d'Oberson. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, nous avons choisi un thème qui a défrayé un peu la chronique et on a choisi un des reportages, alors j'ose dire, de nos confrères FR3. Nous sommes au Canada, comme vous le voyez, donc, parce qu'on va parler effectivement de ce qui se passe au Canada. Et là, vous voyez directement M. Altrad, Moed Altrad, l'interview que vous attendez tous pour voir comment ce riche milliardaire a réussi alors que rien ne le prédestinait à avoir effectivement le destin qu'il a eu aujourd'hui. Donc pour l'heure, nous accueillons tout de suite d'abord notre chroniqueur vedette, Monsieur Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Adib. Alors, parlez-nous de la différence. Qu'est-ce que vous avez été chercher un petit peu partout sur la différence? Oui, alors vous l'avez dit, un sujet sensible, complexe aussi, à aborder avec beaucoup de prudence. Alors j'ai lu beaucoup comme habituellement, j'ai observé finalement cette différence dont on parle tant. Je pense que nous y sommes tous au moins concernés dans la famille, dans les amis, dans nos cercles professionnels. Alors j'ai pris un parti pris cette fois-ci en me disant si cette différence n'était rien d'autre qu'une présence hors du commun. Et c'est cette présence hors du commun qu'il nous faut savoir apprécier. Alors la différence nous gêne, elle nous questionne, nous empêche. Cette présence hors du commun nous pousse souvent dans nos retranchements et je pense que c'est en cela qu'elle est très intéressante pour chacun de nous et qu'elle peut faire le plus grand bien. C'est sous cet angle, alors peut-être inattendu, parce qu'ultra optimiste finalement, que j'ai souhaité aborder le sujet. Alors je souhaite aussi dire que c'est en rien nier la réalité, les difficultés, la détresse aussi de nombreuses situations. Mais c'est une manière peut-être aussi de remettre la différence à sa juste place, à la place qui devrait vraiment être la sienne, à condition finalement que nous acceptions changer de regard, à condition que nous repensions et redéfinissions la norme. Alors, la norme n'est pas normale. Alors, ces mots ne sont pas les miens. C'est bien dit, j'allais dire. Il y a quelques semaines de ça, j'ai eu la chance d'accompagner un groupe de personnes en souffrance. Alors, principalement de souffrance psychique, mais cette remise en cause de la norme a sonné dès les premiers échanges et a résonné tout au long de la démarche. Je pense qu'elle est d'une sensibilité extrême et aujourd'hui elle résonne tout autant puisqu'on va le voir au travers des différents reportages. Est-il indispensable d'être normal au sens où chacun l'entend pour s'en sortir? Faut-il absolument être parfaitement identique pour réussir un parcours extraordinaire? La différence, la souffrance qui l'accompagne, souvent la sensation d'être différent, sont surtout synonymes de force de caractère. Nous en aurons la démonstration à plusieurs reprises. Nous en avons tous, chacun dans notre environnement, une représentation. Alors bien sûr, de là où je suis, il est peut-être un peu facile, peut-être de rendre hommage de la sorte à la différence. Je m'autorise à le faire avec en tête nombre d'expériences, de parcours de vie, des expériences de vie qui m'entourent, que j'accompagne, que j'observe. Elles ont un prénom et c'est important, Florence, Mouna, Rania, Olivier, Olivia, Vincent.
Il y en a d'autres, bien plus connus, hein, davantage reconnus. Nous aurions pu parler de Mimi Mati, d'Omar Sy, de Boudère. Ces personnalités sur le devant de la scène partagent avec les anonymes que je viens de citer et tous les anonymes qui nous entourent une force de caractère, une volonté de faire, une ténacité, une nécessité absolue, une capacité à se surmonter, à avancer toujours, une rage de vaincre et de convaincre. J'ai envie de répéter cette notion de rage de vaincre et de convaincre parce que je sais que c'est très, 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 très présent. Un besoin viscéral aussi de se réaliser. Et il faut bien l'admettre aussi très souvent un sens de l'humour totalement décomplexé. Et je me suis dit que finalement, c'est sans doute ça qui les rend finalement hors du commun. Alors, moi j'ai envie de dire deux choses. Donc la première, c'est que combien y a-t-il de différences sur Terre? Donc moi, bon, pour ma propre conviction, c'est que on est 7 milliards de personnes différentes parce qu'on a tous des prismes différents. Alors ça, c'est la première chose. Mais cela étant, malgré tout, il y a des gens qui se sentent quand même différents par rapport à ce qu'on peut appeler la norme ou la normalité sociale. Et donc, on va voir justement comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer tout ça. Alors, il me semble que la différence peut être une force, Ludovic. Oui, complètement. Hein, dans les différents prénoms que je viens de citer, que ce soit des anonymes ou des personnes plus connues, on voit bien qu'effectivement, la force est aussi, ça peut être aussi un formidable effet levier, la différence, parce que derrière ça, il y a cette envie de prouver, de vaincre et de convaincre qui permet de transcender aussi. L'une des différences, effectivement, c'est simplement dans un parcours de vie qui peut être lié à l'immigration, qui peut être lié à l'adoption, qui peut être lié Absolument. effectivement aussi à des handicaps, bien évidemment. La nécessité de se trouver d'abord, de se repositionner, clairement, de se repositionner, et seulement ensuite de pouvoir se révéler. Et c'est là où on a beaucoup à apprendre, je pense, effectivement. Alors, il y a des parcours vraiment admirables à ce niveau-là. Et donc, nous allons tout de suite voir le premier parcours, celui de Noé, qui est atteint de surdité et qui a réussi d'abord à avoir ses diplômes. Il est ingénieur. Donc, il cherchait du travail il y a un moment, mais il faut savoir aussi que c'était un champion. En fait, c'est vraiment une leçon de dépassement de soi. Donc je propose qu'on voit tout de suite un petit reportage d'une vidéo qu'il avait mise sur le net et après on va parler de Noé. Voilà, donc allons-y. Webcom TV, Zoom. Bonjour, je m'appelle Noé, j'ai 26 ans. Je suis ingénieur mécanique et je recherche un travail. On me demande souvent pourquoi j'ai un accent. Parce que je suis étranger? Non, c'est parce que je suis sourd. Donc c'était pas évident d'obtenir ce diplôme. Mais j'ai réussi grâce à beaucoup de travail et de volonté. Je suis aussi passionné de planche à voile. Je suis devenu champion de la Ligue Nord-Pas-de-Calais et moniteur. Et je fais beaucoup de compétitions internationales. J'ai toujours montré que mon handicap est une force. Je dépense beaucoup d'énergie pour être dans le meilleur de mon groupe, que ce soit aux compétitions ou au travail. Depuis plusieurs mois, je cherche des offres d'emploi sur LinkedIn, APEC, Indeed et bien d'autres sites. Et je vois partout les critères. Minimum 2 ans d'expérience. Mais pour avoir ces 2 années d'expérience, il faut bien commencer. Et puis mon stage de fin d'études dans l'entreprise Salomon pendant 6 mois, c'est déjà une expérience. Un jeune diplômé comme moi a droit à sa chance comme les autres. J'ai envie de passer à l'action, d'agir pour me sentir utile et de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Mais ce n'est pas en restant dans l'ombre que je trouverai un poste qui me plaît. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle m'apportera la première expérience professionnelle que j'attends. Webcom TV, le MAG. Alors merci à Noé d'avoir accepté en tout cas de témoigner avec nous sur cette émission. Donc Noé n'est pas avec nous aujourd'hui parce que tout simplement, et on est plutôt content pour lui parce qu'il a trouvé un job et il a démarré le 5 avril exactement il y a quelques jours à Passy, donc dans la ville de Passy. Par contre, il y a son papa qui est à côté de moi, qui a bien voulu venir le remplacer et témoigner. C'est pas plus mal parce que on a besoin aussi de savoir, de connaître un petit peu l'environnement de toutes ces personnes qui évoluent comme ça.
Alors, Jean-Marc Descamps est également réalisateur. Jean-Marc, bonjour et merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Un Alors, plaisir. voilà, première question. Alors, j'ai une foule de questions, mais la première que j'ai envie de vous poser, c'est voilà, Noé, il est né, je pense, avec ce problème de surdité. Donc, il est né comme ça. Et à quel moment est-ce que vous en êtes vraiment rendu compte? Quelle a été votre réaction, votre ressenti en tant que parent? Alors, déjà, plutôt que le problème de surdité, on a appris à dire il est né sourd. Ah, d'accord. En fait, puisqu'on a évacué ce problème, c'est-à-dire cette différence, bon, elle peut être un problème et puis on peut dépasser ce problème. Dans ce cas-là, les sourds préfèrent qu'on parle de sourds plutôt que de gens qui ont un problème de surdité. Alors, Et donc- pour vraiment expliquer, en fait, parce qu'il arrive à parler, il a dû suivre un traitement d'orthophonie, j'imagine. Il entend, est-ce qu'il lit sur les lèvres? Comment ça se passe? Alors, oui, il y a des... Nous, en fait, on est des parents dits entendants, Ouais. et on a eu un enfant qui était sourd. On s'en est rendu compte quand il avait 1 an. Ah. Donc, le choix qu'on a fait, c'était... au départ, on ne savait pas trop quel choix faire. Mm. En fait, c'est comme... On est un peu désemparés au on départ. est totalement désemparés, mais ça a duré pour nous une journée peut-être, le temps que quelqu'un nous dise, bon, appelez telle personne, elle connaît ce problème, et puis ensuite, le lendemain, de voir une vidéo sur des enfants sourds qui étaient épanouis. Et donc, ça a été d'un seul coup la transformation. C'est-à-dire que on se sentait au bord d'un précipice. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment un truc terrible parce qu'on n'est pas habitué, on ne connaît pas. Et puis, on voit finalement que tout peut bien se passer. Et on s'est accroché à ça, et finalement, ça a duré tout ce temps, quoi, avec quelquefois des difficultés, mais il n'y a pas de vie sans difficulté. Donc, ça, c'est la grande chose, c'est que moi, de voir 24 heures après avoir appris sa surdité, de voir des enfants sourds, des jeunes qui s'éclatent, qui s'amusent, et donc je me dis, bon, bah voilà, la vie n'est pas finie. Et donc, étant réalisateur, j'ai eu envie ensuite de faire des films sur cette surdité, parce qu'en plus, on a eu la chance que Noé soit un enfant épanoui, qui a toujours envie de se battre et de la compétition, etc. Justement, en fait, ce que j'ai envie de vous demander, c'est que on voit bien dans le reportage et dans les relations qu'on a eues avec lui que c'est vraiment un battant, quoi. Donc, je veux dire, c'est un battant, un modèle. Comment vous avez fait pour lui inculquer cet état d'esprit? Alors, je ne pense pas qu'on lui a inculqué. On l'a peut-être accompagné, comme... Mais en tant que parent? En tant Parce que qu'il y a de parent, l'éducation mais- derrière, quand même. Alors, il était très... Il a ça dans son tempérament, mais en fait, on l'a encouragé comme on peut être un bon terreau pour une plante. Lui, il avait envie de faire beaucoup de sport. Alors moi, il y a une époque, étant intermittent du spectacle, je pouvais gérer mon temps. Je n'avais pas un travail... j'avais cette chance-là de pouvoir plus ou moins choisir mes créneaux. Et donc, j'avais le temps de le conduire à son école le matin. Et puis après, il y avait beaucoup de moments où il a eu envie d'essayer le judo. Alors, on a fait du judo. Il a voulu faire du rugby à Roubaix, je l'accompagnais. Il a voulu apprendre à nager. J'étais tout le temps au bord de la piscine pour aussi, en cas de problème. Il a voulu faire du roller. On m'a dit, bah, toi aussi, tu n'as qu'à mettre tes patins et tu peux faire partie de l'équipe des seniors. Bah, C'est un enfant unique, il a des frères et sœurs? ah non, il a une grande sœur et une Ah, petite sœur. D'accord. Et je voulais quand même revenir sur le début, sur cette vidéo, Oui. parce que bon, vous annonciez une bonne nouvelle. C'est vrai que suite à cette vidéo, en fait, elle a été faite parce qu'il avait répondu à une annonce à Brest, et c'est l'Ifremer qui cherchait un spécialiste, un ingénieur pour mettre au point des foils pour les planches à voile des JO 2024 à Paris. Et donc il a dit, ça c'est pour moi. Ah, oui, carrément. Donc il a fait des stages en aéronautique. Bon, les aides d'avion, c'est un peu comme les foils. Et puis il a fait beaucoup de planches à voile. Et donc il a répondu, et à cette annonce, il était persuadé qu'il allait avoir le job. Et donc
Quand il a eu une lettre, un retour, qui est un retour classique, bon, malgré vos qualités, vous n'êtes pas retenu. Bon, il a d'abord été effondré pendant Ah oui. 3 minutes, Mhm. et puis 1 heure après, il m'a dit, papa, je voudrais qu'on fasse une vidéo. Ah, donc Et- l'idée vient de lui, en fait. Ah ben oui, c'est lui, bien sûr. Ah oui. C'est lui Ouais. qui m'a dit, papa, est-ce qu'on D'accord. peut faire une vidéo? Donc je l'ai aidé, on a fait ça. Mhm. 2 jours après, il l'a posté sur les réseaux sociaux, et puis elle a fait un peu le buzz, et il y a Decathlon, Salanches, Mhm. à côté de Chamonix, en fait, et qui l'a contacté, et en fait, il est allé faire un entretien. Mhm. Il était le seul du Nord, parce qu'il y avait 4 autres candidats qui étaient de la région, Mhm. des montagnes, mais finalement, il était tellement motivé qu'ils ont dit, bon, ok. Oui. Et puis, en fait, lui ont demandé pourquoi tu veux bosser chez Decathlon. Il a dit, parce que j'adore le sport, Mhm. je suis passionné de sport. 2, parce que quand j'ai appris, j'ai souvent commencé avec du matériel Decathlon qui est pas cher et qui est bon, Mhm. comme ses premières voiles en planche. Mhm. Et puis 3, il a dit mission handicap. Ils lui ont dit, c'est quoi? Il dit, ben, moi, au cœur de Decathlon, j'ai envie de développer tout le matériel pour les gens qui ont différents types de handicap. Et c'est voilà, et ça les a vraiment intéressés, parce que je pense qu'ils sont une grande entreprise qui est ouverte aux différences, justement. Bah, je pense qu'ils ont surtout vu le potentiel qu'on peut avoir chez quelqu'un comme ça. Et c'est une manière aussi de faire de cet handicap il en a fait une force finalement, parce que il va être très pertinent sur la conception des produits chez Decathlon, notamment par rapport à ça. Bah, moi, je trouve que c'est un parcours vraiment admirable. Alors, moi, je suppose que quand on est parent d'un enfant comme ça, bon, on est bien sûr aux petits soins avec lui, ce qui est normal. Vous l'emmenez un petit peu partout pour faire du sport, etc. Est-ce qu'il y a une souffrance un peu plus grande chez les parents, plus que chez lui, parce que eux, ils assument hein, finalement. Hein. Alors, une souffrance plus grande, bon, Ou peut-être, non, en est-ce fait, qu'on se soucie un petit peu plus? oui, Voilà. sa grande sœur, elle était jalouse. Ouais. Ah, jalouse. Bah oui, c'est comme ça souvent. Bah oui, parce qu'on a beau aimer ses enfants, lui, Ouais. on va passer un peu plus de temps pour Ouais. communiquer Ouais, ou au c'est départ. vrai, c'est vrai. Et donc, sa grande sœur en a souffert. Ouais, ouais. Et la petite sœur aussi un petit peu, mais moins, finalement, D'accord. parce qu'elle était la petite sœur. Mais vous, comment vous étiez en tant que parent vous avez essayé de gérer ça comment? Bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu la chance qu'il ait un tempérament joyeux Mhm. et voulant tout le temps se bagarrer, la compétition, mais dans le sourire, quoi. Et donc, ça, c'était, tant qu'il était comme ça, on a eu envie de l'accompagner. Alors, oui, il y a des moments qui sont un peu compliqués, mais comme dans toute vie. Par Mhm. exemple, un des moments compliqués, c'est, il fait, donc, c'est le collège, et puis je vais voir, nous, on habite Villeneuve d'Ascq, sa grande sœur, elle était au collège, au lycée Saint-Adrien, et puis je vais voir le directeur, et je lui explique, mon fils, il est sourd, mais très bon à l'école. Mhm. Mais en fait, non, c'était pas possible, ils n'étaient pas prêts. Et donc, c'était, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va y arriver? Donc, je suis sorti tout de suite, après un délai, on va dire, politesse. Mhm. Et puis, je me suis dit, non, il n'ira pas là. Alors, Mais, on a vu- mais le collège, Mhm. au collège, Mhm. c'était au moment du collège. Mhm. Plus loin, Arthur Rimbaud, à Villeneuve d'Ascq, il y avait un directeur, il dit, mais bon, moi, c'est aucun problème. Mhm. Et à partir du moment où l'environnement est bon, eh tout se passe bien. Donc Et l'environnement joue beaucoup, quoi. C'est énorme, Absolument. bien sûr. Et la mentalité des gens. Donc Absolument. lui, il a appris que certaines personnes peuvent avoir peur de cette différence. Donc c'est pour ça qu'il l'explique aussi dans sa vidéo. Il dit, bon, moi j'ai un accent, Mhm. voilà, on me prend des fois pour Ouais, un Brésilien. absolument. Finalement, il s'en sert pour draguer des filles, des fois, peut-être aussi. Bon, il faut dire qu'il Donc- est beau gosse quand même. Donc, Voilà, donc ça- il ça sait que aide. c'est vrai qu'il a déjà fait. Mais bon, après, oui, il sait que, comme les gens qui ont une différence, Ouais. savent qu'il y a toujours un regard qui peut être craintif parce qu'on n'est pas habitué. Et puis après, on dépasse ça. Donc, voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé, donc, par rapport à votre métier, vous êtes réalisateur. On a vu que vous couvrez beaucoup de sujets de société, donc, notamment avec des jeunes, des associations, des gens qui sont
dans les difficultés. Est-ce que Noé y est pour quelque chose, pour choisir cette voie? Bah, totalement. Bah, le premier documentaire que j'ai fait pour France 3 s'appelait Sourds et musiciens. Noé avait une dizaine d'années et donc j'ai fait le portrait de six enfants sourds différents les uns des autres, avec entre eux des différences. Il y en a qui parlaient plus la langue des signes, mais tous avaient comme point commun qu'ils faisaient de la musique avec leur prof de musique, qui était à l'IRPA de Ronchin, et donc qui luttait contre ce préjugé, pourquoi ils feraient de la musique parce qu'ils sont sourds. Or, les enfants sourds et les adultes sourds sont très sensibles déjà aux vibrations et aux percussions, et justement à ce qui leur semble interdit par les autres. Pourquoi donc ils aiment... D'abord, ils sont très expressifs. Un sourd est très expressif. Et puis, ils aiment bouger, donc ils aiment jouer de la musique. Le prof a fait un disque avec eux, et donc j'ai fait un film là-dessus. Et puis après, j'en ai fait un autre. Et puis, je me suis intéressé au handicap, à la différence et au dépassement de soi. Est-ce qu'on a une question là pour... donc je me tourne vers notre petite voix. Oui. Bonjour à tous. Alors, on a une question qui a été posée par Gabriel. Comment avez-vous procédé au quotidien pour communiquer, excusez-moi, avec Noé? Et avez-vous développé une méthode pratique ou des outils pour communiquer avec lui à la maison et en dehors du domicile? Alors, comme je l'ai dit, des parents sourds qui ont un enfant sourd vont communiquer en langue des signes naturellement. Les parents entendants ne savent pas trop. Et puis, on propose une méthode qui est basée sur simplement la parole, mais vous avez suivi une formation les enfants, non. Donc les sourds qui parlent cèdent de la lecture labiale, regardent les lèvres. Et donc après, il existe. Donc nous, on a fait ce choix-là, et puis finalement, ça prend un peu plus de temps, mais avec beaucoup de travail. On y arrive, quoi. Et des gens spécialisés dans l'orthophonie, dans un tas de techniques. Il a appris à parler et à comprendre ce qu'on lui disait. Mais avec quand même, dans la lecture labiale, il y a des synonymes. Par exemple, si je vous dis, là j'ai dit papa, maman. Oui. Donc, il existe des outils comme le LPC, c'est le langage parlé complété, ça n'est pas la langue des signes. Mais on rajoute une info visuelle, et ça, c'est peu. La gestuelle, quoi. Ça, c'est me. Alors, si je fais papa, maman, donc, sans entendre, ça fait. Et on comprend. On comprend donc, tout de suite. ça, c'est peu, ça, c'est me. Et toutes les consonnes ont une forme et les voyelles ont un emplacement autour des lèvres. Génial. Donc voilà, ça c'était inventé il y a 30 ans, je ne sais pas combien, enfin pas si longtemps, en Europe. Et en tout cas, c'est utilisé à l'époque, quand Noé était petit, il n'y avait quasiment pas ici. Il y avait à Paris, à Bruxelles, mais pas à Lille. Et donc nous, on s'est bagarré pour qu'il y en ait aussi à Lille. Et donc Noé a une codeuse. À l'époque, il avait cette codeuse... spécialisé qui avait passé ce diplôme de codage et dans toutes les matières importantes, mais on va dire la moitié du temps, pas en maths parce qu'en maths il n'avait pas besoin, mais dans certaines matières, le français, l'histoire, et donc elle était là pour l'aider. Voilà. Alors j'imagine que vous devez être soulagé parce que c'est son premier job de savoir. Plus que soulagé, on est super content parce que lui il est super content. Ça fait 2 jours qu'il est là-bas. Il est aux anges parce que il avait déjà fait un stage, plusieurs stages. Chez Salomon, par exemple, il était chargé de la conception de casques avec lunettes intégrées. Oui, on a vu ça dans le reportage. Comme ça, avec différents systèmes, soit crémaillère, soit élastique, etc. Donc, il travaille sur la conception d'un truc qui est très petit, mais en fait, après, c'est pour la collection suivante ou 2 années plus tard, ils vont créer un prototype et puis qui va se distribuer dans le monde entier. Donc là, il fait la même chose chez Decathlon. C'est son job, il est ingénieur produit sur la luge
Et donc, il va devoir travailler sur la conception en 3D de luges de randonnée qui peut-être se retrouveront sur le marché dans un an, mais Exactement. partout dans le monde. Donc, Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Noé a tenu à nous envoyer un petit message quand même, parce que comme c'est lui qui devait être sur le plateau, donc bon, merci en tout cas d'être venu le remplacer. Donc je propose qu'on voit son message et on le remercie à l'avance. Il ne nous regarde pas tout de suite parce que là, il est en train de bosser, mais je pense qu'il va revoir le replay. Noé, merci à toi et bon vent, bien évidemment. Allons-y pour le petit message de Noé. Bonjour. Oui, moi, j'ai cherché un job partout. J'étais prêt à travailler en tant que technicien avant de trouver un poste d'ingénieur. Après plusieurs refus, j'ai demandé à mon père de faire la vidéo et ça a marché. Un employeur l'a vu et m'a contacté. Je me suis donc déplacé à Decathlon Passy pour le rencontrer. Un mois après, j'ai signé le contrat. Je suis heureux de savoir que les recherches et les galères se terminent. Une nouvelle page se tourne pour moi. Je suis désolé de ne pas être là avec vous, car j'ai démarré le contrat le 5 avril à Passy. Cependant, je remercie beaucoup l'équipe de la chaîne Webcom TV de m'avoir proposé et offert un espace d'expression. J'invite tous ceux qui ont un handicap ou qui se sentent différents à ne jamais baisser les bras. La solution est en vous, pas ailleurs. Il faut y croire jusqu'au bout. Nous avons tous un objectif en tête et il existe plusieurs chemins pour l'atteindre. Quand il y a un chemin qui ne passe pas, il faut essayer un autre. Mais surtout, n'abandonnez pas l'objectif que vous aviez en tête. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Je vais demander à ceux qui sont là d'applaudir Noé. Voilà, bravo. Vous entendez des petits applaudissements, il y a du monde quand même autour de moi. Donc merci Noé, merci Jean-Marc en tout cas d'avoir été présent avec nous. Alors on va passer tout de suite, il est 11h26, donc on va passer à notre sujet. Mais restez encore avec moi donc Jean-Marc. Le sujet c'est que, vous voyez quand il y a une difficulté, moi j'ai une astuce quand il m'arrive d'avoir une difficulté, c'est que je me dis que sur Terre, il doit y avoir toujours quelqu'un qui doit être encore pire que moi, quelque part. Et donc, ça aide un petit peu à tenir le coup. Eh bien, nous avons choisi un sujet qui a été fait. Alors, je vais oser dire nos confrères de France 3, nos confrères de France 3, mais c'est plus pour leur faire honneur parce que c'est un sujet qui a été traité par plusieurs chaînes de télévision et nous avons pris juste quelques extraits d'un reportage magnifique qui a été fait sur Yves Oberson. Vous allez voir cet homme, c'est incroyable. Donc c'était, je crois que c'était un coach sportif à l'avance. À 32 ans, c'était également donc un grand sportif, un champion, je pense même c'est un champion de golf. Ouais, voilà, c'était un champion de golf. Et puis qui a été atteint à 32 ans par la maladie, je pense, de Parkinson. Mais vous allez voir cet homme, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Allons-y. Webcom TV, Zoom. Chez lui, pourtant, tout se passe au ralenti. Comme classer ses 20 médicaments quotidiens. C'est notre exercice bien plus compliqué que dehors. Même se faire à manger peut devenir un défi. Avec mon couteau, je n'avais pas la force de couper la tomate. Et c'est ce qui fait que hier soir, j'ai mis 2 heures à préparer mon repas. Des choses toutes petites, tout simples, peuvent être très compliquées. Et si à l'inverse, les choses compliquées étaient les plus simples pour Yves? Tel un funambule, il se lance l'été dernier un incroyable défi. Son terrain de jeu, le cœur des Alpes suisses. Plus de 1000 km à parcourir, 40 cols à franchir, 60 000 mètres de dénivelé positif. Et toute cette folie en moins de 3 mois. C'est un peu fou.
Il y a quelques jours, j'étais là, puis je disais, mais qu'est-ce que je fais ça? Parce que c'était déjà dur pour quelqu'un de, entre guillemets, normal. Si Yves prend tous ces risques, c'est d'abord pour combattre les idées reçues sur la maladie de Parkinson. Qu'on arrête de penser qu'elle touche exclusivement les personnes âgées. Lui n'avait que 35 ans lorsqu'il a appris la nouvelle. Bon, au début, on a ce fameux déni qui fait que les premières années, on se dit mais non, c'est pas ça. Parce que au début, les premières années de Parkinson, ça pose pas de problème. On n'a pratiquement pas de symptômes. Alors on dit non, ils se sont trompés. Mais avec le temps qui passe, bah non, ils se sont pas trompés. Encore plus difficile à accepter pour cet ancien golfeur pro. Champion de Suisse junior, le sport c'est toute sa vie. Le voici dans un reportage de nos confrères de la télévision suisse. Tourné il y a seulement 8 ans. 14. Yves était encore coach sportif. Nous le retrouvons sur son balcon cet hiver. Il fait 5 degrés, il est 5 heures du matin. Toujours coach, mais pour lui-même, avec 2 heures d'entraînement quotidien. Son rêve aujourd'hui, exercer à nouveau son métier. J'aimerais travailler, mais cette fois-ci avec des gens qui ont Parkinson. Ça me permettrait de commencer ma deuxième vie. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu Parkinson, c'est la deuxième vie. Mais lors de sa traversée des Alpes, Yves met aussi son corps à rude épreuve. Point de suture, entorse, il collectionne les chutes. Ce qui ne rassure pas son fils Arnaud, venu le soutenir sur une étape. Vu les chutes que j'ai vues aujourd'hui, il me dit qu'après il a pas mal et que ça va, mais en fait j'ai l'impression que ça va pas, même s'il dit que ça va. Même s'il doit prendre autant de médicaments, même s'il se casse la gueule tout le temps, il continue. Il est têtu quoi. Moi je l'adore, mon fils. Je veux lui montrer que quand on commence un truc, il faut le finir. Donc il y a un début et une fin. Et on fait tout ce qu'on peut pour arriver à la fin. Je serai perdant quand je me relèverai plus. Et tant que je me relève, je suis gagnant. Avant son défi, certains changeaient de trottoir en apercevant Yves. Mais à l'arrivée à Montreux, après 85 jours de marche dans les Alpes suisses, et au total 1122 km, c'est en héros qu'on l'accueille sous le regard de son fils. Avec le sport, on ne peut pas tout guérir. Mais on peut guérir déjà dans la tête. Et ça, c'est important. Webcom TV, le MAG. Alors, comme vous l'avez vu, c'est un extrait d'un reportage qui a été très bien fait par France 3. Donc le reportage est un petit peu plus long. Donc bravo à toute l'équipe derrière France 3 pour avoir fait ce reportage qui nous donne l'occasion en tout cas d'en parler parce qu'il y a certainement d'autres exemples. Ludovic, qu'est-ce que vous pensez de ces expériences Noé, Yves Oberson? C'est extraordinaire. En fait, j'en pense pas grand-chose et je pense qu'il est difficile de rajouter des mots. Mais je vais juste reciter Noé qui nous disait tout à l'heure, ne jamais baisser les bras, n'abandonnez pas l'objectif, la solution est en chacun de nous. Voilà, je pense qu'on a eu une illustration parfaite des mots de Noé. Voilà. C'est une belle leçon. C'est difficile d'en rajouter davantage, je pense, et ce serait presque inutile. Absolument. Et ce que je voudrais dire, je ne sais pas si ça a été vraiment compris dans le reportage, mais Oberson, donc Yves Oberson, a réussi à... Donc il continue à être coach pour des gens comme lui. Donc il travaille, donc malgré sa maladie, etc. Donc, et je trouve que ça, c'est vraiment admirable. Donc, ce qui était génial, c'est que les choses qui sont très simples pour nous sont compliquées pour lui. Donc il met 2 heures pour préparer un bol.
mais il fait des choses que nous, on ne pourrait jamais faire. Donc, 1200 km comme ça. Volonté de faire, ténacité, voilà, je pense que c'est absolument. C'est les mots qu'on peut retenir, en tout cas, de ce qu'on voit depuis ce matin. Alors, comment ça se passe outre-mer? Donc, nous avons un petit reportage qui est aussi intéressant. Nous avons voulu voir un petit peu ce qui se passe dans les autres pays, parce que, et notamment le Canada. Alors, je remercie Rizlan et Zaz qui ont bien voulu témoigner sur un sujet qu'on a développé sur le Canada. Vous savez, le Canada, c'est un pays très cosmopolite, donc qui a une stratégie, en tout cas une politique d'immigration choisie, puisqu'il y a des quotas. Et quand ils ont besoin des garagistes, ben, ils disent, bon voilà, on a autant de place pour les garagistes, qui veut venir? Et donc, comment ça se passe? Comment les différences sont-elles perçues dans ce pays? Regardez ce petit reportage sur le Canada, c'est très intéressant. Webcom TV, Zoom. Moi, ça fait 30 ans que j'ai immigré au Canada avec mes parents, ma sœur et mon frère. Et je vous dirais que à aucun moment on s'est senti à l'écart. Je pense que le Canada a vraiment une philosophie d'intégration et d'inclusion de ses communautés. On n'est pas du tout dans de l'assimilation, on est très ouvert aux différences. L'immigrant est vu finalement comme une richesse, cette différence est vue comme une richesse. En tout cas, du moins, moi, c'est comme ça que je me suis sentie durant ces 30 dernières années. Le Canada, c'est le pays de la liberté, le pays de la tolérance surtout, et le pays de la bienveillance. Voilà, on peut être qui on veut, quand on veut, du moment qu'on respecte ceux qui nous entourent dans notre communauté. Et puis juste pour vous dire, moi ça fait 15 ans que je suis dans le domaine des ressources humaines et dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, les politiques en termes d'égalité à l'emploi ont été appliquées de façon très stricte. Donc on se fie depuis le début, on va regarder, oui, bon, bien sûr l'expérience de la personne, mais on ne va pas regarder dans quelle école la personne a fait ses études, on ne va pas regarder son état civil, on ne va pas regarder son look, on ne va pas regarder tout ça. C'est vraiment pas des choses qu'on observe. La philosophie, en tout cas du moins comment moi j'ai été formée, c'est vraiment de regarder le potentiel de la personne, comment la personne pourra se développer à l'interne. Donc on est beaucoup sur cette vision. C'est vraiment ce qui fait la richesse d'un pays cosmopolite, hein, parce que mine de rien, le Canada est un grand melting pot qui reçoit à bras ouverts des populations, un grand nombre de cultures différentes, d'appartenances ethniques, religieuses, socio-économiques différentes. Et ce qui est fabuleux, c'est de voir que tout ce monde, tout ce brassage-là, arrive à vivre ensemble dans l'harmonie, dans l'amour, dans la bienveillance et dans le respect de soi et d'autrui. Franchement, au Canada, on a toujours senti que c'était une terre d'accueil, on a toujours senti que c'était finalement notre second pays, et à aucun moment on nous a fait sentir qu'on n'était pas les bienvenus ou quoi que ce soit. Après, le Canada n'est pas un pays parfait, il y a bien sûr des injustices et il y a des choses sur lesquelles il faut continuer de lutter et se battre, mais de façon générale, de ma propre expérience à ma famille et moi, ça s'est très bien passé. Mon père, il a émigré à 47 ans. Et il a trouvé un emploi sans problème, il a pu évoluer. Donc voilà, j'ai une expérience très positive du Canada. Montréal nous permet d'exister avec notre différence. Au final, on n'est pas si différents. Au final, il y a beaucoup de choses qu'on partage. C'est vraiment un état d'esprit. Et c'est quelque chose qui vous suit en fait. N'importe où vous allez, vous reflétez quelque part ce côté-là en vous et on le remarque justement ce côté quand on vit dans des pays où les cultures sont vraiment différentes. J'aime ça le Québec, j'aime ça le Canada. Le Canada, top shape. Il n'y en a pas de même.
sévit en toute symbiose. Vive le Québec! Webcom TV, le MAG. Merci encore à Rizlan, merci à Zaz d'avoir accepté de témoigner sur ce reportage magnifique sur le Canada. Alors, on a bien vu donc l'histoire des différences, comment est-ce que c'est traité d'un pays à un autre. Alors, on va voir donc juste après ce que vous attendez tous, l'interview avec M. Moed Altrad. Vous allez voir, c'est une interview très très intéressante. Alors, dans cette interview, vous ne le verrez pas parce qu'il y a l'interview intégrale qu'on mettra en ligne par la suite, où il parle également de l'Australie, qui est un pays d'étrangers en fait, parce qu'il n'y a pas d'Australiens. Et il explique justement que les mentalités sont beaucoup plus ouvertes quand on est dans des mondes un petit peu comme ça. Alors, les différences. Ludovic, qu'est-ce qu'on peut encore raconter là-dessus? Je pense qu'on l'entend depuis ce matin dans les différents témoignages. Il y a la question de la différence, mais il y a surtout la question du regard porté sur la différence. Trop souvent, finalement, c'est un regard péjoratif qui subsiste. On voit la diminution, on imagine la difficulté. On ne perçoit plus suffisamment le pouvoir d'agir. Et on en a de très belles démonstrations ce matin. Bien souvent, il y a cette capacité à se révéler qui est beaucoup plus forte que chez d'autres personnes, finalement. Toutes celles et ceux, alors, les normaux, avec beaucoup de guillemets, qui ont eu le courage d'affronter la différence, de surpasser la facilité de l'indifférence ou la défiance, voilà, savent combien l'univers de l'anormalité est riche, combien chacun des êtres qui l'habitent ont à nous apprendre et peuvent nous aider à notre tour à aller de l'avant. Encore une fois, je pense que depuis ce matin, on prend de nombreuses leçons. Il y a bien sûr les exploits sportifs, les parcours hors du commun, les victoires du quotidien, et puis des moments plus intimistes. Je pense que Jean-Marc en a partagé quelques-uns avec nous tout à l'heure. C'est ces éclats de rire, la complicité, les doutes et les inquiétudes aussi, sans doute. Ces moments d'une intensité finalement hors du commun. Parmi mes lectures récentes, celle de l'ouvrage d'Hélène de Fougerolles. Hélène de Fougerolles, c'est une actrice française qui est aussi la maman de Camille. Camille est différente. Voilà, c'est sur ces mots que débute son récit. Elle évoque un chemin de rire et de larmes, de colère, de doute et d'amour. Parce que, ainsi qu'elle l'écrit, si longue que puisse être la route, si gigantesque que soient les montagnes à franchir, nous avons tous besoin d'être heureux. Comment nier ce besoin d'être heureux? Il prend des formes multiples. Cette atteinte d'un idéal rejoint une fois de plus la ténacité, la force de caractère, la rage de vaincre, la volonté de se réaliser. Elle exprime chez chacun de ceux que nous sommes, sans doute, s'exprime-t-elle encore plus fort chez les différents, mais qui est différent entre vous et moi finalement. Didier Roche, alors Didier Roche, si je vous dis Didier Roche, sans doute que vous ne connaissez pas, c'est un non-voyant, il est le créateur des restaurants et des spas dans le noir, et je pense qu'on a tous entendu parler de cette formidable réussite, parce que c'est une réussite économique aussi. Nous dit, le mur de l'impossible recule devant l'homme et devant l'être qui marche. Alors bien sûr, ces mots sont à mettre en perspective, ils prennent énormément de sens au regard des parcours hors du commun que l'on voit depuis ce matin, des parcours de ceux qui souffrent, qui sans cesse doivent s'adapter au regard des autres, de ceux qui sont finalement victimes avant tout de notre incapacité à les regarder et à les accueillir tels qu'ils sont, avec ces pouvoirs et ce pouvoir d'agir qui reste malgré tout en chacun d'eux. C'est une présence inspirante et finalement une présence bienvenue. J'avais envie de repasser au moins ce message ce matin, et je pense qu'on en a encore de nombreuses démonstrations. Il est possible de réussir, quelles que soient les circonstances et le départ dans la vie. Voilà, on se construit au jour le jour et avec les différentes rencontres que l'on fait aussi au quotidien. Quand on veut, on peut.
Voilà, c'est le message que nous a laissé Noé tout à l'heure. Voilà. Eh bien, ça va être le message que vous allez voir donc, dans cette interview que vous attendez tous. Alors, juste une parenthèse, tout à l'heure, vous avez parlé donc, de ce monsieur qui a créé des restaurants pour les non-voyants. Moi, j'avais une expérience d'un repas qu'on a fait en bandant les yeux pour sentir ce que les non-voyants en fait, ressentent. Comment est-ce qu'on choisit les aliments? Est-ce qu'on est à côté de la plaque sur l'assiette? C'est pas évident. Donc, c'était dans le cadre d'un parcours associatif où on devait offrir un chien guide d'aveugle et justement, donc c'était toute une opération et ça m'a vraiment marqué. Donc, alors, quand on veut, on peut. Et là, il y a un monsieur donc, qui nous a fait la démonstration de ça, c'est monsieur Moed Altrad. Il y en a beaucoup qui le connaissent, peut-être d'autres qui ne le connaissent pas, mais donc ce monsieur, donc, c'est juste le patron, le président donc, du groupe Altrad. C'est un milliardaire qui est classé dans les grandes fortunes du monde, dans le classement Forbes, et qui a été élu en 2015 meilleur entrepreneur français au monde, donc meilleur entrepreneur français au monde, issu de la diversité, puisqu'il il est né dans le désert syrien, avec une enfance très difficile, donc pas d'école, mais il a dû se débrouiller pour apprendre à écrire et à lire tout seul, jusqu'au moment où il a pu avoir une bourse pour venir en France. Et là, donc c'est carrément un autre parcours. Et vraiment, donc, alors vous allez voir donc l'interview qu'on a eue avec monsieur Moed Altrad. Regardez. Webcom TV, le MAG. Bon, alors, monsieur Altrad, déjà, votre histoire est incroyable. Donc, elle a fait le tour du monde. Vous êtes né dans un désert syrien, à une date que vous ne connaissez toujours pas. Vous avez une enfance difficile de berger. Vous êtes à la tête aujourd'hui du groupe Altrad, qui compte 42 000 collaborateurs dans le monde. Vous avez été élu entrepreneur mondial, et en plus, premier entrepreneur français mondial en 2015. Et vous faites partie des grandes fortunes donc, dans le classement Forbes. Bien évidemment, vous ne faites pas que ça puisque vous avez racheté le club de rugby de Montpellier. Donc à un moment où c'était un club qui était en faillite et que vous avez redressé en disant que Montpellier m'a donné, je dois lui redonner des choses. Donc vous avez rendu quelque chose à cette ville qui vous a accueilli. Et puis vous vous êtes présenté aux élections municipales 2020 parce que bon, même si vous êtes troisième, vous avez fait quand même 18% sur Montpellier, ce qui est un record pour un Français issu de la diversité. Avant d'attaquer le sujet, j'ai une question, monsieur Altrad. Vous êtes un homme très occupé. Vous faites les unes des magazines. Vous êtes dans toutes les chaînes de télévision nationales et internationales. Donc, je dois vous dire d'abord que nous nous sommes flattés que vous nous accordiez de votre temps sur notre petit canal web. Notre sujet, c'est comment réussir quand on est différent. Est-ce que c'est ça qui a un peu suscité votre curiosité? Mais je sais que vous êtes plutôt quelqu'un qui accorde de l'écoute à tout le monde, ou est-ce que c'est autre chose? Oui, ben, écoutez, j'essaye de gérer mon temps au mieux et je privilégie les gens comme vous qui n'ont effectivement pas beaucoup de moyens, mais je privilégie également, vous savez, je plein d'invitations et notamment des écoles, des collèges, des lycées, je suis très présent dans ce milieu-là, justement, qui n'a pas... Je dois même dire, monsieur Altrad, que vous avez été invité chez monsieur Obama, chez le président Hollande. Tous les chefs d'État vous invitent. Donc, c'est pour vous dire que pour nous, c'est un grand honneur que vous nous faites aujourd'hui. Ça a été un grand honneur pour moi, ça continue à l'être et j'essaye d'être le mieux représentatif pour le pays qui m'a hébergé, qui m'héberge encore. Mais c'est aussi pour toute cette population émigrée dont vous faites partie sûrement. Oui. Pas forcément spécialement arabe, mais en général de tous ceux qui cherchent à apporter quelque chose à ce pays qui s'appelle la France, qui dans mon cas m'a permis de faire des choses que mon propre pays ne m'a pas permis de faire, pour les raisons que vous connaissez, que vous avez mentionnées tout à l'heure. Donc oui, j'essaye de faire quelque chose. Et vous savez, on est en France, il y a une culture extrêmement ancrée, extrêmement importante. Et
c'est très important pour moi de vous dire ça parce que je suis habité aussi par cette culture orientale, quoi. Je n'oublie pas que je suis arabe et que je porte ça en moi et que j'essaye de vivre avec ces deux cultures et c'est pas toujours facile, si vous voulez, de préserver, de ne pas avoir un conflit d'intérêts quelque part, mais j'essaye. Et l'écriture, la lecture, les réunions comme celles qui me font plaisir, celles que j'ai avec vous en ce moment, c'est une façon de témoigner de ça, d'exprimer quelque chose que je n'exprime pas tous les jours parce que je suis dans un tas de pays et on évoque rarement ce genre de choses, si vous voulez, parce que il faut faire attention, on est tous fiers de notre histoire, de notre civilisation, de ce qu'on est, de ce qu'on n'a pas été, les choses qu'on a bien faites ou alors celles qu'on n'a pas faites proprement. On est fiers de ça, donc c'est un sujet, comme disent les Anglais, très touchy, quoi. Donc il faut aller sur la pointe des points. J'étais en Angleterre pour vous dire que, par exemple, lorsque vous critiquez le Premier ministre anglais, il n'y a pas de problème pour les Anglais, j'ai remarqué ça. Par contre, si vous dites quelque chose de mauvais sur la reine, là vous risquez gros, hein, parce que c'est sacré, vous voyez. Oui, oui. Donc c'est ce genre de différence culturelle qui m'intéresse et que j'ai envie de bien traiter, quoi. Donc ravi d'être avec vous. C'est gentil. Alors justement, je vous prends sur les différences culturelles. C'est une question que j'avais prévue plus loin, mais puisque vous l'évoquez, vous êtes dans 100 pays à peu près. Est-ce que vous sentez un regard différent sur les Français issus de la diversité, comme vous, comme moi, dans d'autres pays? Ou est-ce que c'est quelque chose qui paraît universel? Je sais que les Anglais, quand ils voient un Arabe, pour eux, c'est un baril de pétrole. Donc c'est une image qu'on m'avait donnée à un moment donné, qui est différente de ce qu'on voit en France. Est-ce que vous avez un sentiment distinct comme ça? Pouvez nous donner quelques éléments? Oui, le regard du Français, si vous voulez, par rapport aux Arabes en général, oui, et à l'immigration en particulier, on parle de migration, beaucoup de migration, d'intégration, etc., de lois qui sortent sur le sujet. Mais le regard français est très particulier et à juste titre. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire très forte, si vous voulez, entre la France et... C'est pas à vous que j'apprends que la France a occupé l'Algérie 130 oui, ans, donc c'est pas rien, donc c'est quelque chose. C'est l'Algérie qui a expulsé ce qu'on appelle les Français, les pieds noirs, etc. Donc tout ça. Mais c'est aussi, je crois qu'il y a eu des centaines de milliers de morts, hein, je crois qu'il y a 1 million de morts également, hein, dans cette guerre. Donc si vous voulez, c'est cette histoire-là qui est encore présente. Et qui évoque quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous prenez la première, deuxième ou troisième génération de migrés en France, je ne suis pas sûr que vous n'arrivez pas à 40%, quoi. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, c'est qui gêne le français. Et je dirais c'est dommage que ça gêne le français parce que j'ai toujours considéré que la différence culturelle est une richesse plutôt qu'un appauvrissement. Et d'ailleurs, c'est un des slogans du groupe Altrad. Comment faire finalement? Comment faire pour que l'Australien puisse travailler avec l'Américain, avec l'Allemand, avec le Chinois, etc., les centaines de nationalités. Et on a inventé quelque chose qui s'appelle accepter la différence culturelle. C'est un préalable qu'il faut absolument respecter. Vous savez, on s'est posé la question dans le cadre de cette émission. On se disait quel est le pays le plus tolérant au monde? Est-ce que c'est le Canada avec l'histoire des quotas? Vous savez, les Canadiens, ils sont très cosmopolites. Aujourd'hui, je suis convaincu que le pays le plus tolérant, c'est le groupe Altrad. Enfin voilà, parce que j'ai vu même dans votre management qui est très humain, vous auriez aimé vivre dans un pays universel. Oui, j'étais marqué, si vous voulez, par tout ça, parce qu'en fait, j'étais vraiment marqué dans ma chair de cette histoire-là. En fait, lorsque je suis né en Syrie, vous savez, le bédouin en Syrie, ben, c'est le moins qu'arien, quoi, en quelque sorte. Donc, il y avait cette différence lorsque je venais du désert vers le village, un des villages de Syrie. Et j'ai senti cette différence. Venir en France, c'est vraiment un sacré parcours.
Donc j'essaye d'en tirer les conclusions et de créer ce que vous appelez un monde. Et moi, je l'appelle plus modestement, et merci pour ça, je l'appelle modestement l'univers Altrad, parce que c'est beaucoup plus humble, beaucoup plus modeste. Il y a quelque chose de très atypique chez vous, monsieur Altrad, mais vraiment atypique, voire unique au monde, c'est que vous cassez un peu tous les codes à la fois du management. En fait, d'abord déjà la question, est-ce que votre siège social, c'est toujours à la Bergerie? Parce que quand on parle d'un groupe qui a 42 000 collaborateurs, on a l'impression que c'est une grande tour d'ivoire dans la défense, alors que moi j'ai découvert que vous avez juste annexé, créé un bureau près de chez vous à la campagne, où tout le monde travaille là-bas, donc ça s'appelle la Bergerie. Vous n'avez pas de secrétaire, pendant un moment, et vous êtes pratiquement, ce qui est époustouflant, moi j'ai l'impression que vous êtes un manager qui travaille presque en contact avec les 42 000 collaborateurs, ce qui est impossible. Mais on a l'impression que vous êtes en contact avec chaque salarié, ou tout au moins quand vous rencontrez chaque salarié, pour vous, il est sur le même piédestal que les autres. Et c'est pour ça qu'on vous appelle peut-être l'entrepreneur humaniste. Est-ce que c'est ça votre philosophie? Est-ce que ça vient de votre histoire? La description que vous faites, c'est la réalité, si vous voulez. Donc, on a une holding pour 42 000 personnes. Il y a, je sais pas, il y a 50 personnes qui gèrent l'ensemble des 42 000 personnes. Mais si vous voulez, ça dépend du concept que vous donnez au management. Et c'est là où je casse effectivement, entre guillemets, les codes du management. Et lorsque vous focalisez, si vous voulez, sur la finalité et non pas sur les moyens, on gagne beaucoup de temps. Si je suis votre employé et vous me dites il faut que je vienne le matin à telle heure et je pars à telle heure et j'ai une coupure pour manger un morceau entre midi et 2, je le ferai parce que de toute façon c'est le règlement intérieur de votre entreprise dans laquelle je travaille. Mais par contre, si vous me laissez la liberté, moi je préfère rester chez moi. J'économise beaucoup de choses, mais je sais que je serai plus efficace, vous comprenez? Et c'est ça qui est essentiel. Donc, et d'ailleurs, le Covid nous a appris beaucoup de choses à ce niveau-là, quoi. Donc, c'est une bonne chose. Donc, oui, il y a cette souplesse, il y a cette façon de faire, mais il y a également cet aspect qui est la confiance a priori. La confiance a priori, c'est quoi? Je ne vous connais pas, mais je vous fais confiance. Mais faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas de la témérité, vous comprenez? On n'est pas dupe. Je veux dire, je vous fais confiance. Je pars d'un bon état d'esprit. Et tout simplement, je vous demande de regarder, d'intégrer ça tout simplement. Et après, on va voir. Je dis, cette confiance a priori est un geste très fort que vous donnez à l'autre que vous ne connaissez pas. Et l'autre, il ne peut être que reconnaissant, vous voyez, quelle que soit sa nature. Et je pense que c'est ça qui est important. Après, pourquoi une holding très limitée, un nombre de personnes? Parce qu'il y a cette confiance. Jean Reynaud a dit de vous, alors je ne sais plus dans quel mot, mais grosso modo, il a dit que vous êtes une espèce de force tranquille parce que vous prenez le temps. N'importe qui à votre place serait hyper stressé avec tout ce que ça peut engendrer comme problème à résoudre pour un grand groupe, 42 000 salariés, etc. Vous êtes écrivain également, parce que vous êtes aussi un miraculé, peut-être plusieurs fois. Donc je passe spoiler pour que les gens ils aillent quand même lire votre livre et vos livres, parce qu'il y en a plusieurs, et notamment celui Badawi, vous savez, même moi qui suis né à Marrakech dans un milieu populaire également, mais ce que vous avez vécu, c'est beaucoup plus intense. À 4-5 ans, vous racontez qu'il y a des gamins qui ont essayé de vous enterrer vivant. Donc ça, c'est une histoire qui était quand même extraordinaire. En fait, tout a été fait pour que vous n'alliez pas beaucoup plus loin. Donc il y a eu tellement de handicaps qu'aucun être humain ne peut supporter. Alors bien évidemment, moi j'imagine qu'il y avait un regard, vous sentiez que les gens vous font sentir que vous êtes différent quand vous êtes arrivé, quand vous étiez jeune. Moi, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce regard s'est atténué? Est-ce que vous sentez à 100% français? Ou est-ce que vous sentez que vous avez une identité propre à des gens qui sont issus de la diversité en France? Oui.
Ben, si vous voulez, on l'a évoqué tout à l'heure. Merci pour tout ce que vous dites, qui est la stricte réalité, quoi. Cette différence, cette vie miraculée. Et comme vous le mentionniez, ça aurait pu s'arrêter à plein d'endroits, quoi. Ben, je suis là. Ça renvoie, si vous voulez, à beaucoup d'aspects, quoi. Le miracle, le destin. Vous savez, en Orient, on a une perception différente de destin. C'est la notion de maktoub, hein, d'ailleurs, c'est un mot qui est rentré dans le dictionnaire français. Donc, oui, le regard, mais si vous voulez, je ne le fais pas exprès, je regarde, si vous voulez, les chefs d'entreprise que nous sommes. Combien de chefs d'entreprise lisent? Pas beaucoup, mais ils lisent souvent des choses qui les intéressent pour leur métier, etc. Mais ceux qui écrivent des romans qui sont publiés quand même par des grandes maisons d'édition comme moi, ben, il n'y en a pas beaucoup, ou pratiquement pas. Moi, j'en connais pas des chefs d'entreprise qui écrivent des romans tels que Badawi, qui a été sélectionné par l'Éducation nationale pour être une lecture recommandée dans tous les collèges et lycées de France. Ben voilà, c'est encore un élément de plus qui perturbe, vous comprenez. Donc je ne serai jamais intégré complètement, mais je le vis pas mal, si vous voulez. Oui. Je le vis pas mal et ça ajoute une pression, ça m'ajoute une pression, une obligation supplémentaire de dire, je sais ce que je fais pour ce pays, je sais ce groupe Altrad, ce club de rugby, on pourra en parler. La littérature, parce que voilà, c'est un record, je suis probablement le premier Badawi de l'histoire qui écrit en français, quoi. Donc c'est un record. Vous êtes le premier Français aussi à être premier entrepreneur mondial et dans le classement Forbes. Oui. Enfin, dernièrement, vous avez fait la couverture du magazine Entreprendre. Alors, pour la petite anecdote, moi, personnellement, vous savez, quand j'ai vu le titre « Un rêve français », moi, ça m'a fait tout de suite sourire parce que j'ai pensé à l'histoire que vous connaissez certainement sur Yannick Noah quand il faisait du tennis. Oui. Quand il gagnait, c'est le Français Yannick Noah, et quand il perdait, c'est le Camerounais Yannick Noah. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est dans une France qui n'est prête à intégrer, accepter que les personnes issues de l'immigration ou de la diversité qui ont réussi? Si on dit ça, on n'est pas très loin de la vérité, si vous voulez. Mais ce n'est pas une critique à la France. C'est que peut-être la France vit la présence de gens comme moi, peut-être comme d'autres, comme une intrusion, quoi. Et une intrusion, c'est négatif, vous comprenez. Mais je ne suis pas en train de me culpabiliser ou de dire je suis stigmatisé, pas du tout. C'est comme ça, c'est un fait accompli. C'est sûr, par moments, c'est difficile, si vous voulez. Lorsque vous êtes mis à l'index parce que vous le savez très bien, parce que vous n'êtes pas né à Montpellier, ça ne fait pas plaisir, quoi. Ça ne fait pas plaisir, on vit avec. Mais comment vous faites pour dépasser ça, Monsieur Altrad? Quand je vous pose la question à vous, c'est que je pense à toutes les personnes qui sont issues de la diversité, qui vivent en France, et ça peut créer des tensions parce qu'en fait, ils le sentent. Comment des gens issus de la diversité, qui sont différents d'un cadre, on va dire, moyen, comment est-ce qu'ils peuvent dépasser ça pour réussir? C'est difficile, vous savez, j'ai accompli une mission pour le président Hollande de créer l'agence France Entrepreneur, quoi. En gros, c'est une association créée par François Hollande et le but était de favoriser les gens des quartiers, quoi. Mais je peux vous assurer que c'est très, 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 très difficile. Et j'avais écrit à François Hollande à l'époque pour lui dire qu'il faut régler ce problème-là. Vous avez fait une banque pour les riches, oui, qui s'appelle la Banque publique d'investissement, qui est actionnaire chez Altrad à hauteur de 10%. Oui. Et faites la banque des pauvres. Donc, investissez 1 milliard d'euros dans cette banque. Et moi, je vous amène du privé que je vais trouver, peut-être 2 milliards. On aura 3 milliards. Il y a de quoi faire pour favoriser ces quartiers.
il n'a jamais voulu le faire. Il n'a jamais. Donc, une fois qu'il est parti, je suis parti avec. Bon, vous savez, pour les Français issus de la diversité, vous êtes un modèle de réussite. Alors, vous avez eu des embûches. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui vous a permis de réussir? Mais c'est surtout, qu'est-ce que vous conseillez à ces gens de la diversité pour qu'ils puissent dépasser cette différence? Comment est-ce qu'ils peuvent réussir dans la vie? Quels sont les conseils qu'on peut leur donner, les ficelles, pour qu'ils soient un peu plus apaisés avec ça? Oui. Vous savez, c'est très difficile de donner des recettes, hein. Moi, je pense que la première des recettes, c'est les atouts personnels, c'est-à-dire ce que le bon Dieu vous a donné quand vous êtes arrivé sur Terre. Je dirais avoir confiance en soi. Vous le savez, c'est facile pour moi de parler a posteriori de tout ça, quoi. Mais je suis passé par des moments extrêmement difficiles. Il fallait vraiment puiser au fond de soi-même pour faire face à des situations comme ça. Vous roulez avec des vents extrêmement contraires, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est pour ça, je vous dis, le taux d'échec est important et c'est regrettable. Ben écoutez, Monsieur Altrad, je vous remercie beaucoup pour nous avoir accordé de votre temps. C'est très, très gentil à vous. En tout cas, vous avez toute notre admiration par rapport à ce beau parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je continue à œuvrer, hein, quand même. Absolument. Webcom TV, le MAG. Alors, merci encore à M. Altrad de nous avoir accordé donc cette interview. Alors, sachez que ce n'est qu'un extrait de l'interview qu'on vous a passé aujourd'hui, parce que là, il est déjà 12h06. On a débordé un petit peu, mais c'est pour la bonne cause. Comme quoi, donc, ce sujet est très, très riche et en 1 heure, c'est très difficile de parler de toutes les différences. Alors, sachez qu'on mettra en ligne, certainement à partir de demain, l'interview complète pour ceux que ça intéresse, donc qui est très, très, très riche en enseignement. Donc, c'est un parcours vraiment admirable. Merci encore à M. Altrad de nous avoir accordé cette interview. Alors, Ludovic, comment est-ce qu'on pourra conclure notre séance? On va parler de quoi? Conclure, je ne sais pas si il est possible de conclure sur ce sujet-là. Ceci étant dit, vous savez combien j'aime lire, et hier, pas plus tard qu'hier, Le Monde, un article a attiré mon attention, c'est le parcours de Marie-Rose Noro. On ne connaît pas Marie-Rose Noro, a priori, elle est pédopsychiatre, c'est la pionnière de la psychiatrie transculturelle. Elle dirige aujourd'hui la Maison de Solène, une structure spécialisée dans la prise en charge des adolescents auprès des hôpitaux de Paris. Et ce qui a attiré mon attention, c'est le titre de cet article, puisqu'il n'était autre que « J'ai pu faire de ma différence une force ». Et je vous invite à lire l'article dans son intégralité, mais bien évidemment, Marie-Rose s'appelait en fait Maria, et dans son enfance, puisqu'elle était issue de l'immigration espagnole, on l'a invitée à changer de prénom pour réussir le parcours formidable qui est écrit dans cet article du Monde d'hier. Et alors, je me donne une petite confidence en préparant l'émission, effectivement, hein, on s'est dit différence. Quel type de différences? Elles sont nombreuses, hein. On a bien sûr parlé du handicap, les accidents de l'existence, les parcours de vie atypiques, la couleur de peau bien évidemment, et puis la résonance d'un nom ou d'un prénom. On en a eu une première illustration là. Mais vous m'avez aussi laissé entendre que vous aviez été confronté à cette situation autour de votre nom. Donc je vous laisse peut-être finalement le mot de la conclusion. Ce sera oui, c'est vrai que en fait mon nom initial c'est El Walidi Mohamed El Habib. Il faut savoir que Mohamed, donc chez les Arabes, donc 70% des Arabes, donc on les appelle Mohamed. D'ailleurs, c'est pour ça que les Arabes ne font pas les mots croisés, il y a trop de Mohamed. Donc, mais c'est ma mère, une fois quand j'étais à 7 ans, 8 ans, je lui ai dit, pourquoi est-ce que... Parce que, bon, Mohamed, c'est un deuxième prénom, mais en France, on le considère comme le premier parce qu'il vient en avant.